Bonjour professeur, aujourd'hui nous parlons de diabète et sexualité. Qu'est-ce que le diabète? Alors, le diabète, c'est une pathologie, une maladie métabolique chronique due à un taux élevé de glycémie ou bien un taux élevé de sucre persistant dans le sang. Je préfère utiliser des termes vraiment courants pour que tout le monde comprenne. Donc, lorsque ton taux de sucre dépasse 1,26 g par litre et que ce taux reste élevé, persiste dans le sang, là, on pourrait dire que tu es diabétique. Donc, c'est une maladie métabolique. Donc, c'est important de préciser cela pour que les gens comprennent. Comment contracte-t-on le diabète? Alors, déjà, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qu'on appelle le diabète insulinodépendant, où la personne dépend de l'insuline. On l'appelle également le diabète juvénile. C'est beaucoup plus, vous allez voir que beaucoup plus même des enfants peuvent avoir ce diabète de type 1 où ils dépendent de l'insuline. Nous avons le diabète également de type 2, le plus courant malheureusement. Ce diabète-là, voilà, on l'appelle le diabète de l'adulte ou bien le diabète non insulinodépendant. La personne ne dépend pas forcément de l'insuline. Nous avons également le diabète gestationnel, c'est-à-dire que c'est un diabète qui, pendant la grossesse, on peut voir le taux de la glycémie légèrement, il y a une hyperglycémie qui augmente et puis après l'accouchement, ça peut se stabiliser. On appelle aussi le diabète, par exemple, beaucoup plus africain, qui est beaucoup plus, ce sont des types qu'on retrouve beaucoup plus en Afrique, ici et autres. Mais ce qui est le plus courant, que les gens connaissent le plus, c'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Malheureusement, cette pathologie est une pathologie qui est en train de faire rage parce qu'aujourd'hui, selon la Fédération internationale de diabète, nous avons plus de 400 millions de diabétiques dans le monde. Et d'ici à 2030, nous allons dépasser même plus de 600 millions de diabétiques. Et donc, c'est véritablement un problème qu'il va falloir trouver des pistes de solutions et surtout prévenir. Quelles sont les personnes les plus exposées à la maladie? Alors, lorsqu'on parle de diabète en général, ça touche tout le monde, enfants comme adultes. Maintenant, si on doit orienter plus l'aspect du diabète de type 2, c'est beaucoup plus les adultes. C'est vrai qu'il y a les adolescents également peuvent développer le diabète de type 2, voilà, qui est une diabète dite le diabète de la civilisation. Parce que plus nous avons une alimentation dénaturée, nous avons des céréales qui ne sont pas des céréales complètes, nous mangeons beaucoup plus raffiné, associé avec une sédentarité, le tout couronné avec un stress et tout le reste, ça ouvre des portes et on peut facilement développer une résistance à l'utilisation de l'insuline et basculer vers un prédiabète et finir comme un diabétique. Le sucre est-il le seul déclencheur de la maladie? Alors, si on regarde l'aspect du diabète de type 2, le sucre seul n'est pas la cause du diabète, mais le saccharose pur, le sucre ajouté, ou bien même le fait de consommer de manière excessive les produits sucrés raffinés, ou bien soit des féculents que nous les consommons également tout bout de chemin, sans toutefois aussi dépenser ce que nous mangeons, il ouvre des portes et facilement on peut développer cela. Mais au-delà de ça, votre question, je pense que c'est important que les gens comprennent. Le fait même aujourd'hui de ne pas beaucoup dormir, les dettes de sommeil, le fait par exemple d'avoir des épisodes de stress, parce que lorsqu'on est souvent stressé, c'est vrai qu'on produit des cortisols, mais le pH du corps redevient acide. Et lorsque nous avons un pH qui est acide, parce que pour l'information, le sang a un pH qui est de 7,4. Il est basique, il est alcalin, il n'est pas acide. Donc lorsque le sang devient acidifiant, les cellules développent rapidement et facilement, c'est-à-dire que de l'insulinorésistance, l'insuline peut être sécrétée, mais les cellules refusent d'être utilisées et donc la personne peut commencer à développer une hyperglycémie. Donc, lorsque tu as des épisodes de stress, fais attention. Lorsque tu ne dors pas assez, fais attention parce que ça peut engendrer un trouble métabolique et tu dois développer un syndrome métabolique et le syndrome métabolique va ouvrir des portes et tu peux développer un prédiabète et pourquoi pas basculer même vers un diabète. En dehors du sucre,
Y a-t-il des aliments qui provoqueraient le diabète? Alors, le diabète, effectivement, le diabète peut être héréditaire, effectivement. Lorsque tu as un père ou bien soit les parents, le père comme la mère, tous les deux souffrent du diabète de type 2, il faudrait que les enfants également puissent déjà commencer à faire très attention parce que facilement, l'un des enfants peut facilement à l'autre développer le diabète. Mais au-delà de l'aspect héréditaire du diabète, il faudrait également que nous puissions aussi voir le cadre familial. Parce que le plus souvent, ce que papa et maman mangent, c'est ce que les enfants également dupliquent et les enfants également mangent. La famille doit être le lieu d'éducation à l'alimentation saine. Malheureusement, qu'est-ce que les parents envoient à la maison pour les enfants? Nous faisons des stocks remplis que des produits qui sont hyper raffinés. Nous n'emmenons même pas des crudités à la maison, pas de légumes. L'enfant ne voit que son père ou bien sa maman prendre que des sodas avec des biscuits. L'enfant ne voit jamais son père ou bien sa maman consommer des crudités. L'enfant ne voit pas. Donc, la mauvaise manière, la mauvaise habitude alimentaire, les parents parfois communiquent cela de manière indirecte aux enfants et les enfants, eux, à leur tour également, dupliquent ça de manière générationnelle. Donc ça également, c'est important d'interpeller les parents à leur responsabilité si nous voulons avoir une génération des enfants, une génération des personnes qui doivent être en bonne santé. En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité. Le diabète est-il transmissible sexuellement? Alors, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et autres font partie des maladies non transmissibles. Ça veut dire quoi? Si j'ai le diabète et qu'il y a rapport sexuel, je ne peux pas transmettre cela, par exemple, à mon épouse. Voilà, donc ce n'est pas transmissible. On ne peut pas transmettre cela sexuellement. Non. Actuellement, la science n'a pas encore démontré cela. Une personne atteinte de la maladie peut-elle avoir des rapports sexuels? Si oui, y a-t-il des restrictions la concernant? Vous savez, lorsqu'on est diabétique, on peut avoir des rapports sexuels, mais un diabète non stabilisé, ça veut dire quoi? Un diabète dont le taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang reste toujours élevé et qu'on n'arrive pas à stabiliser ce taux de sucre, peut ouvrir des portes à des complications. Et c'est là le réel problème. Sinon, étant un diabétique et que le diabète est stabilisé, on peut être épanoui sexuellement. Mais lorsque le taux de sucre est élevé, ce taux de sucre là va faire quoi? Parce que lorsqu'on parle d'érection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que la vitesse, le sang qui passe au niveau des micro-veines, au niveau du pénis, c'est eux qui vont permettre l'érection. Mais lorsque le taux de sucre est élevé au niveau du sang, ça peut perturber les nerfs et même au niveau également des micro-veines et à la longue, la personne peut avoir des troubles érectiles. C'est pourquoi vous allez voir que parfois beaucoup de diabétiques peuvent développer des pannes sexuelles, c'est-à-dire que des troubles érectiles ou bien d'éjaculation, simplement à cause de ce qu'ils ne sont pas arrivés à stabiliser leur glycémie. Et malheureusement, ce n'est pas une fatalité. Le plus souvent, on les accompagne et ils peuvent ressortir épanouis sexuellement. Ils peuvent après avoir de l'érection normale et puis être épanouis sexuellement. Y a-t-il un risque que court le diabétique dans les rapports sexuels? Non, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est simplement les frustrations que le patient diabétique peut avoir, surtout chez les hommes. Parce que lorsque tu veux satisfaire, tu veux avoir un rapport sexuel et que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'érection pendant des semaines, des mois et autres, et que ton partenaire a envie de toi et que tu n'arrives pas à le satisfaire, tu seras frustré. Et ces frustrations vont créer quoi? Vont créer l'irritabilité et tu seras en train de transférer tes frustrations chez tout le monde à la maison. Et donc ça va créer l'atmosphère bizarre à la maison. C'est pourquoi l'idéal serait que dès lors qu'on te déclare que tu es diabétique, il va falloir véritablement que tu puisses toi-même être artisan de ta santé, que tu sois acteur de ta santé et que tu aies une alimentation équilibrée et que tu puisses aussi développer, c'est-à-dire que les bons piliers du bien-être, et quand tu l'as facilement, tu stabilises ta glycémie. Et lorsque la glycémie est stabilisée, il n'y a pas de problème pour être épanoui sexuellement.
Professeur, dites-nous, guérit-on du diabète? Alors, une excellente question, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Déjà, l'OMS dit que toutes les maladies chroniques, il est véritablement difficile d'en guérir, malgré qu'il y a parfois 10 à 20% des maladies chroniques que les personnes peuvent en guérir. Donc, lorsque la personne arrive, il y a des cas exceptionnels des personnes diabétiques qui ressortent totalement de la maladie. Mais il va falloir utiliser les piliers du bien-être. Il va falloir également avoir une alimentation équilibrée. C'est tout un ensemble de protocoles qu'il va falloir asseoir pour sortir de cette pathologie. Mais sinon, le plus souvent, faisant partie des pathologies chroniques, c'est un peu difficile d'en sortir. Mais il y a des cas de guérison qui peuvent exister. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des aspects qu'il va falloir véritablement prendre en compte. Mais lorsque ta glycémie est stabilisée, on peut commencer à réduire drastiquement ton insuline. On peut réduire drastiquement également soit les produits que la plupart médicaments en voie orale que la plupart de ces diabétiques prennent. Et la personne parfois peut ne même pas aussi même prendre des médicaments s'il y a une prise en charge pluridisciplinaire. Parce qu'il va falloir que ces personnes-là soient suivies et par l'endocrinologue, qu'on les appelle le plus souvent les diabétologues. Il va falloir qu'un diététicien puisse suivre ces personnes. Parfois même, un psychologue doit également suivre. Lorsque la prise en charge est pluridisciplinaire, facilement, la personne peut stabiliser cette pathologie et ressortir épanouie. Quel type de vie devrait avoir un diabétique? Alors, une très bonne question. Vous savez, normalement, il n'y a pas un régime alimentaire diabétique. Les gens seront choqués de ce que je dis. Parce que ce que le diabétique mange, c'est ce que tout être humain normal devrait manger. Ça veut dire quoi? L'alimentation chez une personne souffrant de diabète doit être variée, équilibrée, agréable au palais, mais pas une monotonie alimentaire. Aujourd'hui, les gens souffrent du syndrome de « tu ne dois plus manger tout ». Donc, vous les voyez, ces personnes diabétiques le plus souvent, parfois même meurent de la dénutrition, parce qu'ils ne savent quoi manger. Malheureusement, on leur dit tu ne dois plus manger ceci, tu ne dois plus manger cela. Et donc, imaginez que cette personne qui a l'habitude de manger foutou, ou bien manger je ne sais pas quoi, des yams, pendant 30 ans. Et vous venez et puis vous lui dites tu ne dois plus manger des yams. Subitement comme ça. La personne est traumatisée psychologiquement. Le problème c'est quoi? C'est que manger c'est un acte de plaisir. Le fait de manger peut le reconnecter à son village, à sa communauté, à ses enfants. C'est pourquoi il va falloir savoir comment orienter, donner des orientations pour amener l'être humain à faire des choix éclairés par rapport à son alimentation. Donc, est-ce qu'un diabète peut manger du riz? Oui. Est-ce qu'il peut manger des yams? Oui. Est-ce qu'il peut prendre également du foutou? Oui. Mais la grande question qu'il faudrait se poser, à quelle quantité et à quelle fréquence? C'est là la question. Le plus souvent, il faut amener ces personnes à savoir comment composer leur assiette. Parce que parfois, ils ne savent quoi manger et à la longue, la personne se sent découragée, elle est déçue et beaucoup se cachent pour manger. Et ils sont maintenant stressés parce que la vie même le stresse. La maladie elle-même, le nom diabète même déjà le stresse. Et si manger doit le stresser, on n'est pas en train d'aider beaucoup de patients. C'est pourquoi il doit véritablement avoir une collaboration entre l'endocrinologue, le diététicien ou bien le nutritionniste pour permettre de mieux aider ces diabétiques à manger de façon avertie. Et surtout, on doit personnaliser le menu alimentaire de chaque patient. On ne doit pas faire le copier-coller. Lorsque je me retrouve à Korogo, par rapport à celui que je ne sais pas qui se retrouve à Abidjan ou dans une ville, mais il faut tenir compte de l'habitude alimentaire de chacun pour donner des orientations diététiques. Aujourd'hui, nous ne parlons même pas de régime alimentaire. Parce que le mot régime fait appel à une restriction alimentaire. La vie, elle est belle. Il ne faut pas stresser quelqu'un parce qu'il doit manger.